Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes le 30 novembre 2024, il est 8 h et comme chaque matin, nous allons vous accompagner jusqu'à 9h30. Et Mina est déjà parmi nous. Mina, bonjour. Bonjour Nord, bonjour à tous. Comment ça va, Mina? Ça va. Ça se passe bien? Très bien. Alhamdulillah. Alors Mina, aujourd'hui, comme chaque samedi, notre ami Ahmed Keligarsen sera parmi nous. Et cette fois-ci, il a choisi pour nous une personnalité qui a un très long parcours dans le politique, puisqu'il a été plusieurs fois ministre dans plusieurs domaines, mais aussi un intellectuel qui a beaucoup écrit, qui a enrichi donc la bibliothèque, particulièrement dans le monde du linguistique. Donc il s'agit de Bouhlan Ben Hammouda, on dit aujourd'hui Rabbi Tawal fi Amrou. Voilà, et on continuera après. Alors on va parler de beaucoup de culture aujourd'hui. Ah, beaucoup de culture. Tant mieux, c'est bien oui, ça. Alors déjà avec Nabil Kitouni, oui, qui vient avec l'actualité cinématographique, qui va nous parler donc de différents programmes, de différentes manifestations cinématographiques, et aussi en ce moment un très très bel événement est abrité par le Palais de la Culture. Le Festival international de l'art contemporain. Donc nous allons revenir aujourd'hui avec nos invités et nous terminerons l'émission comme chaque samedi avec Amina. Avec Amina, donc Amina Ziri, aujourd'hui qui nous propose un artiste, alors on va dire que c'est un artiste, lui, qui est en train de continuer finalement la promotion et la sauvegarde aussi de la musique populaire, donc Sha'bi particulièrement. Et elle aura parmi nous également des artisanes comme à chaque fois. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Mais sinon Mina, il va faire beau aujourd'hui? Bah oui, oui, oui. Il va faire beau? Non, non, il va faire plutôt beau, oui. Alors le oui, 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 parce qu'aujourd'hui on a deux sens de il va faire beau. Effectivement, effectivement, donc... Ah, c'est selon nous ou selon Amel Larribi non, non, ou... selon Amel Larribi, ça sera plutôt à partir de lundi, je dirais. Hein. Ah ben ça va, donc voilà. C'est une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, c'est déjà plutôt une bonne nouvelle, effectivement. Donc à partir de lundi, on va s'attendre au retour de pluie. Il faudra s'attendre à un petit retour des pluies, effectivement. D'accord, mais sinon aujourd'hui, on va pouvoir continuer à faire ses activités sous le soleil. On peut profiter de cette journée, voilà, sortir, se promener. Ah bah très bien, un peu plus de détails, Mina. Avec plaisir. C'est parfait, ce sera juste après ça. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Et voilà, donc on disait qu'il va il va continuer à faire beau, finalement. Oui. Comme hier, un petit peu comme hier. Hein. Un petit peu comme hier. Il faisait plutôt agréable hier. Oui. C'était agréable, pas trop chaud, pas trop froid. Non, il a fait bon. On a eu du soleil, donc on a pu faire quand même quelques activités. Ça va continuer pour aujourd'hui. Ça va continuer. De toute façon, la bonne nouvelle, c'est déjà à partir de lundi. Voilà, c'est déjà à partir de lundi. Voilà. Très bien, alors vas-y, c'est à toi. Merci beaucoup, Nor. Alors bonjour à tous, très bon réveil, du brouillard ce matin sur l'ensemble des régions nord, et puis le ciel restera toujours dégagé vers la partie ouest, plutôt nuageux sur le centre, avec toujours quelques gouttes de pluie vers la partie est, un ciel dégagé sur le Nord-Sahara, le Sahara central et l'extrême sud, avec de fréquents soulèvements de sable. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord 20 degrés du côté d'Alger, 25 degrés à Oran, 27 du côté de Tlemcen, on notera un minimum de 17 degrés à Batna, 24 degrés à Hassim Saoud, 22 degrés à Gardaya, 23 à Bachar, 27 à Tindouf et enfin 29 degrés, ce sera la maximale pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. On notera une mer plutôt calme vers les côtes de l'ouest, peu agitée sur le centre et l'est, avec des vents entre 10 et 20 km/h à l'ouest et au centre, et entre 20 jusqu'à 40 km/h vers la partie est. On passe tout de suite à l'Europe. Eh bien pour cette journée, le ciel restera plutôt couvert du côté de Londres, ainsi qu'à Lisbonne, peu nuageux, dégagé parfois à Madrid, Paris, dégagé carrément du côté de Rome. Côté température, eh bien on notera 4 degrés à Berlin, 5 seulement à Paris, 13 à Londres, 12 à Rome et enfin 20 degrés à Lisbonne. Encore une fois, très bonne matinée et à tout à l'heure midi.
موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Voilà, donc on note quand même une petite stagnation, on va dire. Oui, au oui, nord. oui, oui. Ça ne change pas beaucoup, hein, les températures entre hier et aujourd'hui. Il n'y a pas grand changement. On note quand même une petite hausse au niveau de Voilà. l'ouest du pays. Exactement, 27 degrés à Tlemcen, c'est un peu beaucoup hein, pour un mois de novembre. Pour un mois, j'allais dire pour un mois de décembre. Mais... Oui, ça y est, c'est pour demain. Voilà, donc, c'est pour demain, donc oui, effectivement. Voilà, très bien. Donc merci beaucoup. Merci. Mina, donc pour les nouvelles du ciel, on se retrouve tout à l'heure. Après journal activisé du midi, après celui de 19h. Évidemment. On fera un petit point à 9h30. À 9h30 comme d'habitude. Merci beaucoup Mina. Allez, on continue. Cette fois-ci, ce sera pause musicale. Et ce sera en compagnie donc, de Shemso Friklen qui nous interprète. Par Shemso Friklen. Et cette fois-ci, donc, place où notre ami Ahmed Kelgassen nous rejoint. Et cette fois-ci, ça va être notre personnalité encore une fois qui va nous faire découvrir. Il s'agit donc de Boualem Ben Hamouda, comme je vous disais ce matin, un homme politique, intellectuel aussi, encore une fois, et plus de détails sur son parcours en compagnie de notre ami Ahmed Kelgassen juste après cela.
Ahmed, bonjour. Bonjour Nour, bonjour à tous les téléspectateurs. Sabah al-khair alaykoum. Sabah al-anwar. Comment ça va, Ahmed? Alhamdulillah. Ça se passe bien? Ça va, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alors, un bel hommage, hein, finalement, aujourd'hui. Aujourd'hui, exactement. Enfin, c'est la fin du mois de novembre, le mois des révolutionnaires. Donc, comme on a fait avec Ami Mohamed Damarji, on a évoqué aussi le passage de Lalla Zineb. Là maintenant, c'est un autre acteur qui est en vie, Dr Boualem Ben Hamouda. C'est une carrière assez particulière en Algérie. Enfin, c'est un gars qui a étudié, donc il a fait beaucoup de sacrifices pour ses études. Il a aussi occupé beaucoup de postes. Il a contribué beaucoup à l'édifice de l'Algérie indépendante. Donc, il a occupé des postes de ministre, plusieurs portefeuilles. Mais c'est pas ce qui nous intéresse dans le parcours. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'évoquer le côté intellectuel. Le côté intellectuel. Exactement, parce que c'est des gens, c'est une génération qui a eu la chance, parce qu'ils ont un peu enfoncé les portes pour pouvoir étudier, ils ont eu des scolarités très difficiles, mais ils ont quand même arrivé à un certain niveau, et c'était pas simple. Et à la fin, même après avoir terminé son devoir de ministre de la République, donc il s'est consacré à l'écriture. Donc même déjà avant, donc c'est un intellectuel avec tous les sens du mot, parce qu'il a commencé, et comme il s'est intéressé à la langue arabe, et je me dis que peut-être il a été un peu inspiré par son oncle, c'est Ahmed Ben Hamouda, on l'a évoqué une fois. Donc il a continué, il a fait de la philologie, il a fait aussi du droit, il est docteur en droit, mais donc il s'est beaucoup intéressé à pour ceux qui s'intéressent à la carrière. Il a l'un des rares, c'est lui dans sa bibliothèque. C'est une photo que j'ai trouvée sur Facebook. Elle dit tout. C'est le bonhomme. Alors, tu sais ce qui m'attire le plus dans la photo, c'est un peu le classement des livres. Donc on voit qu'il est très méticuleux finalement, donc on voit qu'il fait un petit peu le travail du bibliothécaire. Exactement. Et il a le catalogue, son propre catalogue, donc quand il cherche un livre, donc il a les livres classés. J'ai eu la chance de le voir, donc en préparant la réédition du livre Étoiles et constellations de son oncle Ahmed Ben Hamouda, donc je suis parti le voir. Il m'a donné beaucoup d'éléments biographiques sur son oncle, et ce qui m'a le plus, c'est le regard très intelligent, donc c'était un bonhomme, et c'est un gars, donc ça se voit qu'il a fait du droit, parce que les mots étaient choisis. Donc c'était pas, donc la phrase elle est très concise, elle a les sens qu'il faut sans plus, donc c'est ce qui m'a un peu, c'est un intellectuel très profond qui réfléchit beaucoup, il n'aime pas beaucoup le tarbet, donc c'est pas un gars qui parle trop, qui tourne autour du pot, pas du tout, il va droit au but, il répond aux questions, il donne des détails, les détails qu'il faut. C'était c'est son livre Enseignement de la vie, donc Doros al-Hayat. C'est un livre très intéressant parce que il raconte un peu sa vie, mais il n'oublie personne. Donc, il parle de sa maman, il parle de son père, Birhamam, et il parle de son oncle qui l'a beaucoup influencé parce que c'était un intellectuel, les amis de son oncle. Donc, il parle de tous ces gens. Donc, il parle un peu de lui, puis une page sur les autres. Et il parle aussi son passage à la Mouloudiette de Cherchel. Il parle du lycée de Bnaknoun, comment il venait avec son père, comment il a eu sa bourse. Donc tous ces détails, puis bien sûr la révolution, parce qu'il fallait être au rendez-vous, donc il a été au rendez-vous avec les enfants de sa génération, donc à l'appel de 56, donc ils ont rejoint le maquis. Et puis sa carrière, comment elle a évolué. Donc il a fait pratiquement tous les paliers des responsabilités, en commençant par être un simple petit responsable dans une région du parti à l'époque. Donc il a fait tous les passages, ce qui lui a donné cette capacité et cette grande expérience, donc il a dans la vie, donc passer par tous les paliers, c'est très important aussi. Et puis il n'a jamais laissé les études, donc même après que les lycéens et les universités ont rejoint le maquis, donc tout de suite après l'indépendance, il a repris ses études, donc il avait ses responsabilités familiales, il avait ses responsabilités en tant que dans l'administration, il travaillait bien sûr,
Mais il a repris le chemin des études à l'université. Et puis, ce que j'ai découvert aussi en lisant le livre, c'est que il s'est intéressé à d'autres choses. Donc, à chaque fois, il se donnait de nouveaux défis. Par exemple, il a appris le Coran quand il était en prison. Donc, il n'a pas perdu son temps. Donc, il lisait beaucoup. Il maîtrisait le latin. Donc, il lui restait, parce que la langue arabe était enseignée comme langue étrangère. C'est son oncle, Rabbi Rahmou, Ahmed Ben Hamouda, qui l'a pris en charge. Avec l'ami de son oncle Haj Sadouk, il en parle aussi. Après l'indépendance, donc pour parfaire son cursus en langue arabe, donc il va faire des rencontres hebdomadaires avec Cheikh Ahmed Sahnoun. Donc il allait aussi étudier. Je me dis que c'était pas une étude d'enseignant à élève, mais c'était plus des discussions, des débats entre eux sur des thèmes particuliers. Il a fait la même chose pour le fiqh avec Ali al-Magharbi, bien sûr parce que c'est un juriste, donc il doit aussi connaître le fiqh. Donc là aussi il a fait cette démarche. Tout ça, donc c'est vraiment ce qu'on trouve, ce qu'on retrouve. Ça c'est toujours dans le livre Enseignement de la vie. Et puis, dans les livres, il a commencé par publier un livre il a appelé les clés de la langue arabe en 1993. Ça, c'est Et à chaque fois, quand il publie, donc c'est dans les deux langues. Dans les deux langues. Donc, il sait que le public en Algérie, donc on a un public bilingue, donc il est là. Bien sûr, il a été pour le développement de la langue arabe dans l'administration algérienne après l'indépendance. Donc, en premier, il a commencé par un dictionnaire, les clés de la langue arabe. Et puis un autre dictionnaire, donc il a republié avec plus de 75 000 mots qu'il a mis dans le dictionnaire, donc le Miftah. Et puis il s'est intéressé à l'origine, parce qu'il maîtrisait le latin. Il avait cette chance de maîtriser le latin. Parce que, étant étudiant, quand on est indigène, disons-le comme ça, donc à l'école, donc bien sûr on doit faire plus que les Européens, et il parle aussi, par exemple au lycée de Ben Aknoun, le lycée franco-musulman, le groupe d'indigènes, ils étaient très peu. Il y avait le groupe des Français. C'est des communautés qui ne se mélangeaient pas. Là, c'est un livre. J'avouerai que j'ai découvert Sidi Boualem Ben Hamouda à travers ce livre, l'origine arabe exacte de certains mots espagnols. Donc là, il a fait, et c'était Amim Mahmoud Bouayed qui m'en a parlé la première fois. Parce que comme j'allais partir en Espagne, donc il me disait, oui, il y a le livre de Sidi Boualem qui a fait un travail sur ça. Donc c'est comme ça que j'ai découvert l'aspect intellectuel de Sidi Boualem. C'était ma première rencontre sans le rencontrer. Et il a aussi fait la même chose avec la langue française, donc mot français d'origine arabe. Et à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance, du 50e anniversaire de l'indépendance, 2012 je crois. 50e, il a publié un livre sur l'histoire de la révolution algérienne. Donc, là c'est un livre très important, donc ce n'est pas un livre fait par un universitaire, c'est un livre fait par quelqu'un qui a vécu les événements, donc qui a connu l'organisation. Un témoignage. C'est un travail, c'est un livre historique, donc, mais c'est écrit par des gens, et on sent, quand on lit, on sent la différence entre un gars universitaire qui a un peu le recul, qui n'est pas engagé. Qui a le regard extérieur. Exactement, le regard extérieur. Puis et on ne connaît pas en fait les détails des détails, mais les gens qui ont participé à l'organisation, ils savent ce que c'est que Fida'i, ils savent ce que c'est que Moudjahid, ils savent ce que c'est que les femmes qui préparaient à manger. Donc ils savent très bien comment les choses ont été organisées parce c'était une pièce dans la mécanique, donc ils savent comment fonctionner. Et puis quand on est un intellectuel et on a cette capacité d'analyser, cette capacité de s'extraire un peu de la machine et de voir d'extérieur, donc c'est une description qui est tout à fait différente d'un historien. C'est un travail très intéressant aussi. Et puis, bien sûr, on a parlé de ses mémoires. Donc, il a eu cette clairvoyance de rédiger ses mémoires. Donc, il laisse un legs très intéressant pour ses enfants. Et il n'a d'ailleurs oublié personne dans sa dédicace, ni sa femme, Rabbi Yarhamha, ses parents, tout le monde. Et c'est des descriptions qui vont... c'est très humain, donc on voit les scènes un peu quand sa maman allait au puits pour chercher. Il a aussi, j'allais oublier,
Là, c'est le fruit de son travail avec Cheikh Ahmed Sahnoun et Cheikh Ali Maghribi. Il a aussi fait ce dictionnaire donc, pour la lecture du Coran et du Hadith. Donc, là, c'est un peu un livre didactique, pédagogique. C'est un dictionnaire. Ah, il continue dans le dictionnaire. Donc, il fait dans la philologie. Donc, bien sûr, c'est des vocabulaires particuliers. Voilà. C'est un lexique. Voilà. C'est un dictionnaire mu'jam. Donc, pour la compréhension, parce que le vocabulaire, il a ses sens, il a les concepts, il faut les prendre et les expliquer. Aussi, c'est des choses qui aident, bien sûr, à la compréhension, à l'étude, surtout aux chercheurs. Donc, c'est très important d'avoir ces dictionnaires. Il y a eu des dictionnaires, donc chaque génération a eu son dictionnaire. Donc, depuis 12 siècles, il y a eu pas mal de dictionnaires. Mais bien sûr, à chaque génération, elle doit faire sa propre lecture. Ses besoins sont différents, ses regards sont différents, la perspective est différente. Donc, à chaque fois, il faut actualiser, c'est tout à fait normal. Donc, c'est comme pour la traduction du Coran. Donc, on ne peut pas dire que le Coran a été traduit par je ne sais qui, donc au début du 20e ou là, au 19e siècle. C'est bon, c'est pas... Non, parce que les questionnements sont différents, les points d'interrogation se renouvellent, il y a d'autres défis, il y a d'autres approches, et on doit moderniser à chaque fois, il faut actualiser la chose. Donc ça, c'est un peu le parcours de Sidi Boualem Bouhamouda qui est très inspirant. Donc, et j'espère que j'aurais aimé que tous nos ministres, tous nos responsables auraient fait la même chose, donc écrire les mémoires, se pencher sur des questions très particulières, parce qu'ils ont la chance d'être ma'loul, ils sont dans la décision, puis avec le recul, on voit plus ce qui manque, ce qui ne manquait pas, ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on aurait pu faire, les réformes qu'il faut faire. Donc on a du recul, on peut faire des propositions. On a du recul, on a surtout le bagage pour, l'expérience pour, donc que nous avons acquis effectivement durant ces longues années, parce que pour lui déjà, il a été plusieurs fois ministre. Exactement, donc, dans différents secteurs. Dans différents secteurs, donc c'est comme des pièces de puzzle finalement. Donc oui, il a aussi écrit d'autres livres en politique, donc je ne les ai pas. Pardon, je m'excuse. Il n'y a pas de problème. Donc il parle d'autres aspects de la gestion de la vie politique. Là, un autre livre, Les clés de la langue arabe. Exactement, c'est l'un des premiers. Donc exactement. Là, il suit un peu le travail de son oncle Si Ahmed Ben Hamouda, qui a fait un très beau livre sur la langue arabe, la grammaire, les fondements de la langue arabe. Donc il explique de façon très intéressante. Bien sûr, on voit qu'il a été très proche de son oncle. Et il décrit, par exemple, ce qui m'intéresse dans toute l'histoire, enfin, tout est intéressant, bien sûr. Il parle des soirées qu'il passait avec son oncle Sehmed. Sehmed, quand il s'est intéressé à l'origine des noms des étoiles, les noms arabes des étoiles qui existent dans les atlas européens, il a fait un travail, on en a parlé, étoiles et constellations, mais il ne s'est pas contenté du fait philologique, disons, donc essayer de fouiner, de comprendre l'origine. Donc il voulait aussi voir ces étoiles. Donc il avait ses catalogues d'étoiles, il a acheté un télescope et il dit c'est Boualem qu'il passait des soirées à observer. Et donc il a raconté dans son livre ce passage. Exactement, c'est un témoignage qui est très intéressant parce que ça touche finalement directement ton domaine. Exactement. Voilà. Et ce qui est le plus touchant, c'est que son oncle, il était la cinquantaine, la soixantaine passée, donc ça ne l'a pas empêché d'aller acheter un télescope, les catalogues, les atlas et de repérer les étoiles telles qu'il les voyait dans les dictionnaires. Donc il voulait les voir et c'est grâce à ça que Sidi Boualem a eu la chance d'observer la Lune et les différentes montagnes qu'il y a dans le relief de la Lune, les descriptions, et puis les cercles, les disques de Saturne. Donc tout ça, il le dit. Donc il passait des nuits comme ça. Et on voit comment ils passaient leur journée et leur nuit. Parce que la journée, lui, donc il avait sa petite table, il préparait il étudiait, donc il préparait ses devoirs, il faisait son oncle à côté, parce qu'ils étaient dans la bibliothèque, dans sa table ou là, dans son petit coin. En train de faire ses recherches, et la nuit, c'est quand ça le permettait, c'est les observations du ciel, c'est les discussions, c'est les visites. Donc finalement, ce sont des personnes, des personnages, des personnalités, j'ai envie de dire, qui passent leur temps avec la recherche finalement. Donc même le moment de détente est consacré et il est destiné à la recherche finalement. Exactement. C'est une vie,
quand on est chercheur dans le sang, quand on ne rentre pas dans la recherche par infraction, on a ça dans le sang. En français, on dit que c'est des gens qui ont de l'intérêt et qui sont intéressés. Moi, je préfère en espagnol, on dit tiene inquietudes. Il a des inquiétudes. Donc, il est inquiet. Et ça viendrait de l'arabe, parce qu'en arabe, on dit ihtimam. Ihtimam, ça vient de hem. Donc oui, quand on filme dans l'origine, effectivement. Donc il a un souci qu'il veut, donc il a des questions qui viennent de l'intérieur. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut jamais éteindre le moteur des enfants. Et le moteur des enfants, c'est les questions. C'est les questions. Voilà, il ne faut jamais les bloquer, la curiosité. Même si on ne sait pas répondre, on dit que je ne sais pas, je n'ai pas la réponse pour cette question. Mais il ne faut pas bloquer les enfants, il faut qu'ils restent. Et l'un des chercheurs américains, une fois, on lui a posé la question, comment tu es devenu chercheur? Il leur a dit, je n'ai jamais grandi. Donc, ça veut tout dire. J'ai continué à poser des questions. Au début, c'était aux autres, puis c'est devenu à moi. Et je cherche la réponse, et c'est ça la recherche. Si on veut lancer la recherche, c'est un domaine très intéressant aussi pour le développement. Donc, il faut commencer à l'enfance, il ne faut pas bloquer les enfants. Susciter en eux, et puis surtout les exposer. Il faut les exposer. Il faut que les enfants soient exposés. Donc, en faisant des visites aux différents musées, aux différents lieux donc, quand ils sont exposés, on les booste en provoquant le questionnement, et ça fait d'eux des gens très heureux aussi, et qui continuent à travailler même quand ils arrivent à un âge avancé. Effectivement. Alors, juste peut-être qu'on va clôturer avec ça, Ahmed. Alors là, on a évoqué un petit peu le côté politique, pardon. Nous avons évoqué aussi l'homme intellectuel, mais finalement, tout ce parcours, il va certainement impacter le relationnel. Et toi, tu l'as connu de très près. Pas de très près, je l'ai vu quelques fois. Tu l'as vu, voilà, quelques fois. Tu as eu donc à discuter avec lui. Quel a été finalement l'enseignement que tu aurais pu tirer, ou le sentiment probablement vécu à ce moment-là, donc lorsqu'on est en contact direct donc, avec Boualem Ben Hamouda? Au début, donc, on est impressionné, bien sûr, parce que c'est des gens qu'on voyait à la télévision, on est jeunes, on voit. Et on se rend compte qu'ils sont de la même génération, mais ils sont aussi différents. Donc, quand je le compare, lui, avec d'autres personnalités que j'ai eu la chance de côtoyer. Mais lui, donc, ce qui m'a le plus marqué, c'est son regard. Donc, c'est un regard très intelligent. Donc, je pose une question, il prend un temps de pause, puis il répond à ce qu'il faut. Donc, il dit ce qu'il faut, et c'est des réponses. C'est des jugements. Donc et on voit, par la suite, je me suis dit que c'est peut-être aussi la formation de juriste. Donc, il va chercher l'exactitude, la précision, et il était comme ça. Donc, et des fois, quand il ne sait pas, il ne sait pas. Quand il a une réponse, il la donne. Et c'est des écoles, en fait. On a en face. Donc, ça marque. C'est des rencontres qui marquent dans la vie. Oui, effectivement. En tout cas, voilà, c'est ce qu'on va dire. Surtout, en tout cas, merci beaucoup. Merci Ahmed pour cette belle découverte. On se voit samedi prochain, Inch'Allah, pour une autre rencontre. Merci beaucoup, Ahmed. Et on continue. Alors, cette fois-ci, nous allons aller du côté de Bab Zouar, puisque de ce côté-là, donc d'Alger, les sports extrêmes, ça te dit? Le skateboard, les j'ai plus les moyens physiques. Voilà. Oui, on n'a plus les moyens physiques pour ça, effectivement. Alors, paraît-il que durant 4 jours, c'est un sport qui prend de plus en plus d'ampleur. Finalement, on va surtout dans la placette de Riyad al-Fath. Oui, s'ils arrivent à sortir les jeunes de ces séances avec leur portable et leur ça, c'est merveilleux. Effectivement, donc on les voit très souvent, effectivement, au niveau de la placette de Riyad al-Fath, parce que c'est quand même un endroit assez aéré. Un autre espace aussi leur a été dédié du côté de Bab Zouar. 4 jours d'exhibition, 4 jours donc d'exposition et aussi de pratique de ces sports-là. Aujourd'hui, c'est le dernier jour d'ailleurs. Donc, si vous êtes de passage de Bab Zouar, allez-y voir ces sports aujourd'hui. Donc, ça va être libre. Il y a un jury normalement qui sera là pour évaluer, on va dire, pour évaluer donc les jeunes. Je vous laisse voir tout ça en images dans ce reportage signé Lamia Boudbouda.
Le Children's Ball Days est un événement qui vise à initier et permettre aux enfants et jeunes de pratiquer les sports urbains dans des lieux qui leur sont dédiés et en toute sécurité. Dans le cadre de détecter des jeunes talents dans le domaine du skateboard et dans le même temps dans les rollers. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'enfants et des jeunes qui s'intéressent à cette activité. Parmi les grandes actions de la direction de la jeunesse et sport, c'est d'aider cette jeunesse-là et de construire des sites de parcs de loisirs pour ces enfants. Nous avons même l'intention d'aller plus loin dans les BMX et dans des différents quartiers, dans différentes communes, et afin de détecter les jeunes talents. Plus tard, Inch'Allah, nous aurons notre équipe nationale. Si ça fait 8 ans, on avait rassemblé 30 skateurs algérois, Blidé, Béjaïa et tout, et ils ont été pris en charge carrément avec cette ligue, et de là ça a commencé à se propager. Et ça s'est terminé avec une naissance d'un mini skatepark à Tizi Ouzou. Et là, alhamdoulilah, on se retrouve avec un skatepark énorme. Voilà, donc ce n'est que du plaisir et de bon augure pour tous les skateurs algériens. Initiation, concours des 8-15 ans et exhibition avec le Best Tricks sous l'œil vigilant des jurys. Chacun essaye de faire sa meilleure figure et le moins que l'on puisse dire, c'est que nos jeunes ont du style. C'est la continuité des échanges qui durent depuis 2016. On est venu faire ici des formations, on a échangé beaucoup avec les skateurs locaux, on a fait des vidéos de skate, on a fait voilà, plein de choses déjà, le petit skatepark de Tizi Ouzou. Et donc là, c'est la continuité, c'est l'aboutissement de quelque chose avec l'organisation de cette compétition. On a fait aussi beaucoup de films dans la rue, ce qui est la base du skateboard. Et effectivement, il y a une scène très dynamique avec de plus en plus de skateurs et c'est chouette. On juge sur la difficulté de la figure, la technique, la technicité, la vitesse, l'aisance, le style. Il y a un truc très important en skate, c'est le style. On dit souvent que le skate c'est plus proche de la danse que du foot parce qu'il y a un truc, c'est pas faut 1-0, c'est il y a quelque chose dans la voilà, je fais ça, vous voyez. Il y a un style, il y a une façon de faire, il y a une nonchalance. Le skateboard, un sport de glisse qui a vu le jour aux États-Unis dans les années 50 et attire de plus en plus de jeunes. Fares, jeune Algérien vivant à Marseille, nous raconte ses débuts avec ce sport. 15 minutes. Je suis allé dans un skatepark, j'ai découvert le skate et j'ai trop aimé. Et du coup, en fait, moi, j'avais pas les moyens pour m'acheter un skate. Je demandais le skate aux gens. Et un jour, il y avait une femme, elle est venue et elle m'a acheté un skate et depuis ce jour-là, j'ai commencé et j'ai plus arrêté. C'est l'adrénaline. Ouais, ouais c'est très dangereux, mais il faut faire attention. Après, tu apprends à tomber et tout, avec le temps, normalement, ça va. Alexis, malgré ses blessures, continue à faire du skateboarding. C'est stylé, aussi c'est dangereux. Il faut avoir l'habilité, il ne faut pas avoir peur. Dans un moment, le bien la compétition Best Tricks Skate. La finale se déroulera samedi. Soyez nombreux à aller encourager ces amoureux des planches à roulettes et pourquoi pas vous initier à ce sport. Pourquoi ne pas s'initier effectivement? Et ben, ce sera l'occasion aujourd'hui donc de pouvoir, si vous êtes du côté de Babzouar, donc vous pourriez y aller et donc voir un petit peu comment ça se passe. À présent, place au cinéma en compagnie de notre ami Nabil Kitouni qui nous rejoint et cette fois-ci va nous parler donc du programme cinématographique de la semaine et ce sera juste après cela. Et de retour sur le plateau, Nabil est déjà parmi nous. Nabil, bonjour. C'est bien, c'est bien. La jeune, elle est en train de cadrer, elle ne dit pas. Bravo. Finalement, c'est sa mission. Hein. Ça va, il est bien ça va, là, il est bien installé, okay, Sheraz. Voilà, c'est bon. Voilà. Alors, si Sheraz dit que c'est bon... Bah, ah ouais, j'ai intérêt, je suis Sheraz. C'est bon, là, Sheraz, c'est bon. D'accord. Sheraz, par contre, elle te dit qu'il faut se retourner justement à 45 degrés. Ouais, 45 degrés, oh, j'ai du mal. C'est ça, Sheraz. C'est bon. Voilà. D'accord. Nabil, bonjour. Le son de cinéma, c'est bien. Ça va? Cadrage, oui. Ça se passe bien? Tranquille, tranquille. Alhamdoulilah. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler un petit peu du programme cinématographique qui s'annonce plutôt riche hein, pour cette semaine. Oui, on a pour habitude de se plaindre, il n'y a pas de films et tout ça, mais au contraire, il y a beaucoup de films qui sont sortis. Oui. Et quoi faire pour ce week-end? Un week-end qui a commencé ce vendredi, c'est-à-dire vendredi, hier.
Et voilà, tout au long de ce week-end, il y a Déjà, beaucoup de jeudi films. après-midi. Hein. Ouais, jeudi, Oui, non, mais bah, je parle déjà pour les jeudi sorties, pour les après-midi, films, voilà. ouais. Pour certains, Oui, pour certains, voilà, pour Jeudi certains. après-midi, il y a beaucoup de films qui sont sortis, des films qui sont proposés, des films qui datent d'à peine un mois, 2 mois, qui sont sortis dans toutes les salles, je dirais, un peu partout, en Europe, aux États-Unis et tout. C'est un peu remercier un peu le distributeur qui fait que il y a un choix énorme et un choix, je dirais, tout neuf. C'est pas des films qui datent de 5 ans, qu'on a pour habitude de voir, c'est-à-dire dans les salles de cinéma pour 2-3 ans, des mêmes films et tout. Donc un programme riche où je ne sais pas si on peut voir c'est-à-dire le programme. On la voit, Voilà. on le voit, pardon. Il y a Gladiateur 2, même si moi, j'ai beaucoup aimé le 1. Moi, j'ai pas encore vu le 2, mais c'est pratiquement le témoignage de beaucoup de personnes, donc j'ai pu voir un petit peu les Non, il commentaires. faut voir, c'est un film discuter grand un peu spectacle, avec- mais c'est vrai que Voilà. par rapport au 1, bon, sauf si pour voir l'interprétation, je dirais un peu magistrale de Denzel Washington. Ah oui. Mais voilà, c'est ça un peu, c'est qu'il y a une interprétation qui couvre toutes les autres interprétations qui fait que, bon, bref, il faut le voir, mais bon, personnellement, c'est un avis personnel. Il y a un biopic d'un grand chanteur interprété magistralement par Tahar Rahim, je parle d'Aznavour. Là encore, c'est pour voir en plus cette interprétation. D'autres films qui font la une, je dirais, du cinéma actuellement, qu'on verra bientôt aux Oscars. Oui. Et si j'ai parlé de ce programme, de ce week-end, c'est aussi parler d'un film algérien, France Fanon, voilà, qui revient sur une période charnière, c'est-à-dire 53-56, et le traitement discriminatoire des Algériens à l'hôpital de Blida, à Bonneville à l'époque, tu vois. Et voilà, c'est pour voir. Et on va voir le programme du film France Fanon qui est projeté à la salle Ibn Zaidoun, Cosmo. Il y a les horaires qui peuvent être aménagés pour beaucoup, des horaires où... Ah, ce sont des horaires aménagés, effectivement, je oui. conseille d'aller voir ce film, réalisé par Abdelnour Zahzah, qui a traité déjà le sujet. C'est une signature documentariste, si je peux m'exprimer D'accord. ainsi. On voit un petit peu, je dirais, dans les couleurs, dans le traitement du film. C'est à voir. C'est à voir. On n'a pas pour habitude de voir ce genre de fiction. Je ne parle pas du sujet en lui-même, mais comment le sujet est traité. Comment le sujet est traité. Voilà, il y a tous ces films-là. Aussi un autre film qui sera projeté prochainement et qui est très attendu, un film qui représente l'Algérie dans la liste des Oscars et j'espère que dans la shortlist, c'est-à-dire ça sera vraiment le film dans la catégorie film en langue étrangère. C'est le film de Shakib Taleb Ben Diab, 196 mètres, appelé Algiers. Un film qui a déjà reçu, je dirais, un prix au Festival du film de Rhode Island aux États-Unis, un festival qui est la matrice un petit peu, qui est consacré aux films indépendants, au regard des réalisateurs indépendants, c'est pour les réalisateurs indépendants. Et ce film, parmi une centaine, pour ne pas dire 1000 films, a été choisi, a été récompensé, un film algérien, un film traitant le genre thriller psychologique. Et je dirais, c'est nouveau, c'est-à-dire dans le cinéma algérien. Voilà l'affiche avec le sujet du film. Ça commence par un kidnapping, pour ne pas dire l'enlèvement d'une petite fille. Ça, c'est le point de départ d'une enquête menée tambour battant par un Nabil Aslik qui joue le rôle d'inspecteur, un Hicham Sbah méconnaissable, et une Mariam Meshkan aussi. Je ne peux pas dire beaucoup sur ce film-là, mais voilà, Ali Labous, Shahrazad Karachni. Bon, il y a beaucoup d'acteurs, mais un thriller psychologique mené par une pléiade d'acteurs qui font, je dirais, le cinéma algérien d'aujourd'hui. On n'a pas l'habitude de traiter ce genre de thriller thématique, psychologique, de sujet dans le cinéma algérien. Non. C'est dans l'ADN un petit peu du réalisateur, Shakib Taleb Ben Diab, qui est un fan de cinéma hongkongais, cinéma sud-coréen, pour pas dire aussi asiatique en général, et qui adore ce genre de films, des thrillers à l'image du réalisateur David Fincher de Seven ou de Bryan Singer, si vous vous rappelez, Usual Suspect, aussi des réalisateurs sud-coréens, notamment le réalisateur de Memory of Murder.
C'est ça un petit peu. Et il voulait mener ça à la sauce algérienne et avec une toile de fond. Bon, je ne vais pas revenir tout ce qui, c'est-à-dire il y a le kidnapping, mais il y a beaucoup de choses qui gravitent autour je dirais, de cette thématique. Et on voit un petit peu, on commence à connaître un petit peu un réalisateur qui a eu des prix à travers les courts-métrages dont on a eu le plaisir de voir à travers les festivals algériens. Oui. Et ce qui est bien aussi à noter, pas seulement ces deux films dont je vous ai cité algériens, enfin des films algériens qu'on ne voit pas, qu'on ne va pas voir simplement dans des festivals, mais qui seront projetés dans des salles de cinéma algériennes. Et là, on aura l'occasion, le public aura l'occasion de voir et de revoir ces films-là. Pas seulement, il y a un programme riche qui change tous les mois, les semaines. Vous avez des films que vous voyez un peu partout je dirais dans le monde et que vous aurez la possibilité de voir dans des cinémas algériens. Je ne dis pas seulement Alger, je sais qu'il y a Alger, il y a Oran, il y a Constantine, mais j'espère dans d'autres villes. Là encore, on revient sur le problème et c'est là aussi la solution pour notre cinéma. Oui. Si on veut parler vraiment d'industrie cinématographique, c'est les salles de cinéma. Oui. C'est les salles de cinéma. Et même pour les producteurs, ça serait aussi un retour aussi pour le producteur. Et là, on a vu, on a parlé de Gladiateur 2, il y a eu une foule, il y a eu un public immense. On ne parle pas du film en lui-même, et qui continue en quelque sorte d'aller voir le film et d'autres films dont je vous ai cités. Et là aussi, on voit, il y a un engouement d'un public. C'est le week-end, des sorties, ça fait sortie, il y a un engouement. Et ça ne peut qu'être bénéfique pour notre cinéma. Parce que je dirais, la finalité de tout ça, c'est quoi? C'est de voir un film. Oui. On fait des films, c'est bien beau de parler des tournages, des films qui sont en train de... Voilà. Mais si on ne fait pas vivre, je dirais, ce grand écran, cette salle de cinéma, on ne pourra pas parler d'industrie cinématographique, ou à quoi bon quelque part de parler d'industrie cinématographique. Voilà, c'est ce que je voulais parler, c'est-à-dire les coups de cœur des deux films algériens qui seront qui sont déjà, c'est-à-dire dans le temps, et déjà présentés dans les salles, projetés dans les salles de cinéma, Alger, à Oran, à Constantine, France, Fanon. Il y a un programme, les horaires qu'on a pu voir tout à l'heure. Et bientôt, un film algérien que l'on espère, on va croiser les doigts, qui fera partie, je dirais, de la liste, c'est-à-dire finale, pour les Oscars. Et c'est un film à voir et à découvrir parce que, comme vous avez dit si bien, le genre n'est pas traité. On ne le voit pas souvent. On ne le voit pas souvent dans le cinéma algérien. Oui, on a plus tendance à traiter d'autres genres. Et ça aussi, c'est aussi une ouverture, une porte nouvelle pour les jeunes réalisateurs algériens qui veulent raconter, c'est-à-dire leur cinéma, qui veulent raconter leurs histoires. Et des histoires qui traitent du genre, je dirais, des thrillers, des films policiers. Ça peut être aussi demain des films d'horreur, des films d'épouvante. Il y a beaucoup, il y a cet engouement. Investir d'autres genres cinématographiques, effectivement, pourquoi pas. Moi, je plaide pour un retour un petit peu ce qui faisait la signature du cinéma algérien, c'est-à-dire la comédie satirique. Oui. La dernière en date, je le dis souvent, c'est Mascarade de l'ISLM. Là aussi, on excelle. C'est aussi un petit peu, je dirais, l'ADN, dans l'ADN du cinéma algérien, c'est la comédie satirique. Et là, il faut remonter loin. C'est-à-dire, à part Mascarade, il faut remonter à plusieurs années, pour ne pas parler de décennies, pour parler de ce genre cinématographique très prisé par le public algérien. Et j'espère que l'on verra bientôt une bonne comédie familiale, une bonne comédie. C'est ce qu'on espère en tout cas, il y a une montée quand même d'une nouvelle génération. Il y a une montée d'une nouvelle génération. Il faut qui s'intéressent de plus en plus. Il faut souligner exactement de réalisateurs, d'acteurs aussi. D'acteurs aussi. D'acteurs, il y a, ce n'est pas pour dénigrer ou quoi que ce soit. Je parle de, c'est-à-dire qui présente et qui propose, voilà, c'est le terme, qui propose une nouvelle façon d'aborder et d'interpréter des personnages. C'est une nouvelle façon. C'est une nouvelle façon. Effectivement, après chaque génération, sans rentrer dans le cliché habituel. Après, c'est des générations en habile, donc chaque génération. C'est des générations, c'est une époque et c'est un regard, c'est un regard. Voilà. C'est pas aussi génération parce qu'il y a des acteurs qui sont. Ils nous ont fait rêver, qui nous ont fait rêver, qui sont toujours là et on ne peut pas, je dirais, les déboulonner en quelque sorte. Mais c'est-à-dire cette nouvelle vague, j'aime pas trop le terme de nouvelle vague, mais cette nouvelle génération propose, je dirais, un regard neuf sur le cinéma algérien en tant que réalisateur, en tant qu'interprète, généralement en tant que technicien. Voilà, effectivement. En tout cas, merci beaucoup, Nabil, d'être revenu sur ce programme. Et comme tu le disais, Inch'Allah, on verra Inch'Allah, vous allez vous déplacer pour voir un film aussi.
C'est bien de moi, remercier. Moi, je me déplace très souvent. Ah ouais. Moi, je me déplace très souvent. J'ai malheureusement raté l'un des films. Tu viens de m'annoncer qu'il est plus dans le programme. Mais bon, Venom. Gladiateur, pardon. Venom, oui. Je sais pas. Oui, oui. Moi, je pense qu'il est plus dans le programme. Peut-être je me trompe. J'avais consulté il y a 2 jours. Ouais, voilà. Je me suis dit, bon, j'ai raté le film, mais je ne vais pas rater celui de Gladiateur quand même. En fait, justement, je n'ai pas pu le voir parce qu'il y avait beaucoup de monde. Donc, à chaque fois que j'allais pour prendre des billets, c'était guichet fermé. C'est bien. Non, c'est pas bien pour vous parce que j'espère que vous allez le voir. Voilà, c'est pas bien pour moi, effectivement. mais cela souligne un petit peu le propos de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des films qui drainent un public. Qu'importe, que ce soit Gladiateur, que ce soit un autre film. Après, il faut dire, il y a une réconciliation aussi, un retour vers le cinéma. C'est vrai qu'à un moment donné, les cinémas étaient désertés. Aujourd'hui, il y a quelques années quand même. Pour une simple raison, pour une simple raison, c'était aussi les films qui étaient proposés. C'était des films que les personnes, c'est-à-dire le public pouvait voir sur son portable, streaming et tout. Mais là, quand vous avez Gladiateur 2, quand vous avez d'autres films, c'est vrai que c'est nouveau et ça permet de voir, c'est-à-dire d'être à la page en quelque sorte. Voilà, effectivement. En tout cas, merci beaucoup Nabil. Nabil, on se retrouve samedi prochain, Inch'Allah, donc pour d'autres nouvelles cinématographiques. Merci à tout le monde. Merci à Sherazade pour le cadrage. Voilà. C'est Sheraz. Sheraz, oula. Voilà, je me trompe pour le cadrage et pour le nom. Merci beaucoup Nabil. Allez, bonne semaine. On continue. Cette fois-ci, nous allons aller du côté du sud, à Ouargla particulièrement. Toi, tu aimes bien le sud? Oui. Si on veut bien, oui. Oui, si on veut bien. C'est un dépaysement total, en tout cas, le Sud. Et plus particulièrement à Ouargla, là où Farhat Mouzaoui, cette fois-ci, s'intéresse à l'encens et à la fabrication de l'encens dans ce reportage. On se retrouve juste après. L'encens, produit très demandé dans les régions du Sud. Ce mélange très complexe de matières aromatiques naturelles, souvent utilisées dans la vie quotidienne et dans les festivités dans la région. كيفاش بدينا في القصة تاع البخور هذه احنا عندنا وراثة يعني في العائلة وراثة كنا نديروا فيه في المناسبات وفي الأيام العادية. Le bkhor, on l'a hérité de ma grand-mère qui le fabriquait chez elle. Ensuite, ma mère a repris le flambeau et l'a fait à la maison. Les voisins ont aimé les senteurs et demandé à ma mère de leur préparer leur bkhor. D'où est venue l'idée de faire un projet qui concerne tous les types de bkhor. عالم البخور والعطور والمجال هذاك. البخور فيه 3 أنواع. Le bkhor est composé de 3 types. Oud Sarghin, Oud Al-Qmari et Oud Sandal. Et le plus demandé c'est Oud Sarghin car il ne coûte pas trop cher. Et il a une belle senteur. Les autres sont un peu plus chers, mais ils durent en fixation jusqu'à 3-4 jours. Chacun son utilisation. في البخور زعما اللي يستعملوها في البيت عادي تاع المطبخ وامور عاديه زعما وعندنا تاع المناسبات. في البخور عاده عندك جوده تاع العود هذه اول حاجه هي الاهم يعني. Le plus essentiel dans la fabrication du bkhor est la qualité de l'oud qu'on utilise. Ensuite, les huiles essentielles utilisées avec du jawi, on choisit toujours la meilleure qualité. On fabrique tout à la demande du client. Il peut choisir les parfums et les huiles qu'on mélange, et même la couleur du bkhor. وحسب نوع العود وحسب الطلبيه تاع الزبون. في زباين يعني يطلب منك بخور عادي وفي زباين يعني يطلب منك حاجه تكون تاع عرايس وهكا وقويه تكون فيها خلطه اخرى يعني. Plusieurs types d'encens existent. Sandal, al-oud, l'aqmari et celui de Sarghin. Chacun son utilisation. Il y en a pour la cuisine, pour les salons, et pour les vêtements, et pour les fêtes. Chacun sa senteur et ses composantes. ملي يبدا العرس وحنا نستخدموا فيه ونحبوا البخور الاصفر هذه مليح ونوجدوا الحطب نوجدوا بالحجر تاع الشيشه يديروه ويبخروا مليح ريحته طيبه ومليح مطلوب في العرس دائما نوجدوا البخور حنا ويفتلوه في الدار يروحوا يخدموا كلش في الدار. ودرك حنايا من حاله مصيره زينا نشرو كلش واجد. اليوم هذاك تاع البخور واش يديروا فيه؟ يديروا عليه الفطور يديروا عليه تريميد. في عندنا نهار معين دايم باين يلموا فيه الغاشي والنساء الكبارات ويخدموا يفتلوه في الدار بالريحه ويديروا عليه التريميد. البخور هذا نستعملوه للعرايس
خصوصا ونستعملوا ثاني الزجاج الكبار يستعملوه باش يطيبوا به البيت الدار باش تعود. Le pror, on l'utilise pour les mariages et pour parfumer les maisons. Nous, on le prépare chez nous. Ma mère, avec ses amis, le prépare tout en chantant. On le mélange à plusieurs autres produits. Chaque événement a son pror. Par exemple, l'île 27, on utilise un pror spécial et aussi pour les mariages. Pour les vêtements, chaque fois les senteurs changent avec les composantes du pror. كاين بخور معين بطبع الحال. قلنا للعرايس عندهم بخور خاص لهم. بخور كاين بخور اللي وجدوه ليله 27 تاع رمضان. كاين تاع الإسراء والمعراج. كاين للمولد النبوي. وكل واحد وكيفاه يدير. كاين اللي يجيب 3 أنواع في نفس المناسبة. وكاين اللي كل واحد عنده مناسبة يدير لها بخور خاص تاعو. Islam Boualé nous a invités chez lui, avec sa maman, pour nous faire découvrir un peu les secrets de la fabrication de l'encens. تعلمتها من أمي ومن نخدم فيها عندي 20 عام وبعدين أنا طورت الخدمة دي بعد طورت خش والدي كبير إدريس خش معي في التجارة وزاد طورها وبعدين عبد السلام كان في العسكر يوم خرج من العسكر زاد خش معانا وزاد وصوها وخلاص هنا نخدمها ماشي الآن إدريس هم يجيبوا غير الطلبية وأنا نخدم. وش هي الطلبية؟ هذاك السرخين تاع مروكو وهذا هذا القماري وهذا السندل والعطور الزيتية والجاوي والمسك. هذا العطور الزيتية تريك خلط المسك والجاوي و نكابر هذا. L'encens est l'un des plus vieux parfums naturels, une histoire très ancienne qui a débuté il y a plus de 6 millénaires et qui perdure jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est un mélange en fait. Alors de retour sur le plateau, c'est donc un reportage autour de la fabrication de l'encens. Et c'est Farhat Mouzaoui qui s'y était intéressé. Cette fois-ci, nous allons rester toujours dans le monde de l'art. Je vous disais ce matin la 8e édition du Festival international de l'art contemporain qui a débuté donc le 26 de ce mois, qui va se poursuivre jusqu'au 7 décembre. Et aujourd'hui, nous recevons donc les invités d'honneur de ce festival, à savoir Amina Zobir, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, merci pour votre invitation. Marhaba, et parmi nous également Mohamed Bourbissa, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Alors vous étiez plutôt intéressé par le reportage de notre collègue Farhat Mouzaoui par rapport à l'encens. Oui, ça m'intéressait la fabrication et surtout quel type de plantes qu'ils utilisaient pour fabriquer l'encens. Voilà, effectivement. Donc c'est vraiment un beau mélange. C'est finalement tout dépend des goûts et des attentes du client, du consommateur. Finalement, voilà. En tout cas, marhaba bikoum. Alors, je le disais, vous êtes les invités d'honneur de ce festival. Alors, parlez-nous un petit peu déjà de votre participation. On commence par vous, Amina. Alors, le festival, c'est un festival international d'art contemporain. L'art contemporain, donc, il rejoint cette idée de rassembler différents médiums donc, artistiques, à savoir la peinture, la sculpture, le dessin, la photographie, la vidéo et d'autres types de médiums, comme par exemple l'installation. Donc c'est un festival qui se tient au Palais de la Culture, et donc j'invite les gens à venir voir l'exposition qu'il y a en ce moment donc, au Palais de la Culture, et à découvrir le travail des artistes internationaux. Donc nous, on est invités d'honneur. Moi, je n'y expose pas, parce que j'ai déjà exposé en Algérie donc, plusieurs fois. On va dire qu'on est là pour effectivement discuter des notions du concept du festival, et effectivement on a cette joie de le soutenir et surtout de remercier Hamza Bounoua, donc le commissaire général qui nous a invités à découvrir et à partager l'art. Voilà. Alors Mohamed, pour vous, vous avez aussi fait plusieurs expositions en Algérie. Cette fois-ci, vous êtes invité d'honneur. Alors, donc, votre participation à ce festival, on va dire, quel est un peu son impact ou quelle est un peu la valeur ajoutée?
Donc juste, je rajoute peut-être que les gens ne savent pas, mais le nom du festival c'est l'IFCA, qui existe depuis maintenant très longtemps. Et je pense que mon implication en tant qu'artiste, c'est de pouvoir rencontrer aussi la scène algérienne, les jeunes créateurs, qui sont effectivement, il y a pas mal de peintres, et des gens qui sont quand même assez talentueux. Et l'idée, comme artiste algérien vivant à l'étranger, pour nous, c'est important de pouvoir venir voir et soutenir cette création et de pouvoir échanger avec cette jeune création. Et jeunes ou moins jeunes en même temps, ou même des artistes très confirmés. Effectivement. Alors, Amina, Mohamed, tous les deux, donc c'est vrai que vous faites de la peinture, mais vous touchez quand même à d'autres domaines, n'est-ce pas? Donc, une longue carrière déjà dans l'art, mais on va dire pluridisciplinaire, n'est-ce pas? Très bien. L'idée, en fait, d'introduire l'art contemporain, le fennel mu'asir, c'est-à-dire ce qui se passe maintenant, pour dire que le fennel, l'artiste, est en train d'aller au-delà du médium de la peinture pour toucher à d'autres techniques, en fait. Donc ça va être la photo, pas forcément documentaire, mais on va utiliser le médium de la photo pour exprimer une idée artistique, une idée philosophique, qui va, c'est juste en fait un outil. Avant, on dessinait avec le crayon. Après, le peintre, il utilisait les pinceaux. Maintenant, l'artiste peut aussi bien utiliser en fait sa caméra pour faire des vidéos, son appareil photo pour faire des photos, ou très bien utiliser en fait d'autres matériaux, l'argile, etc., pour faire des sculptures. En fait, c'est cette ouverture des médiums qui est intéressante pour pouvoir proposer quelque chose d'autre. Parce que c'est vrai que la peinture est très présente sur la scène artistique algérienne. On a maintenant une nouvelle génération d'artistes qui osent toucher, depuis les années 2000, qui osent toucher à d'autres médiums, qui font des installations, qui font des photos, de la vidéo, de la sculpture. Et ça, c'est important, en fait. C'est dire comment cette nouvelle génération va s'accaparer, en fait, les techniques, les nouvelles techniques. Et l'Algérie est à jour avec cette nouvelle génération. On fait des expositions qui sont également des manifestations internationales. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on parle un langage esthétique international, on peut évidemment à ce moment-là prétendre qu'on a une ouverture et on peut échanger et partager en fait des concepts artistiques, parce que l'art est une chose mentale, mais l'art aussi est une manifestation, je dirais, matérielle de cette idée. Donc elle va être intéressante à développer et à voir. Donc c'est des couleurs, c'est des formes, et donc le public, ce qui est intéressant avec le festival, c'est que il va inviter en fait des artistes internationaux, et chacun arrive avec une forme, une esthétique et un médium. Certains vont faire de la sculpture, va montrer une photo, une vidéo. Et l'IFCA, le International Festival of Contemporary Art, c'est en fait la version anglaise en français de l'AFIAC. Et c'est la 8e édition qui était en fait organisée avant par le MAMA Omar Louq, il est fermé maintenant. Donc c'est le musée d'art contemporain de la ville d'Alger. Le FIAC ou maintenant l'IFCA, il est en fait c'est un événement qui est organisé donc pour évidemment ouvrir le développement, juste un moment, ouvrir donc le développement des médiums, et pour permettre en fait à ce jeune public algérien, ou même à différents types de publics algériens, de découvrir ce que c'est que l'art. Voilà. Effectivement. Vous voulez rajouter Oui, je voulais juste rajouter quand même, parce que peut-être qu'il faut dire aussi où ça se trouve. Je pense que l'exposition a lieu au ministère de la Culture. Au Palais de la Culture, oui. Au Palais de la Culture, pardon. Et donc je pense que vraiment on invite les gens aussi à venir voir. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à la fois des artistes algériens, mais aussi des artistes internationaux dans cette exposition. Et je pense que ça peut comme ça donner aussi la possibilité aux visiteurs de pouvoir à la fois voir des artistes qui sont algériens, mais aussi qui viennent d'autres pays à l'étranger. Il y a aussi un projet autour de la Palestine, des artistes palestiniens qui ont été invités. Donc je pense que c'est assez intéressant aussi pour le visiteur, aussi pour les plus jeunes, pour aller voir un peu ce qui se fait dans la création. Il y a de la vidéo et puis aussi il y a beaucoup de peinture.
Effectivement, alors justement, dans la continuité de ce que Amina disait, Mohamed, donc vous êtes très ouvert finalement à cet échange, à ces rencontres justement. Alors c'est vrai que j'ai envie de dire quelques décennies en arrière, quelques siècles en arrière, il y avait des courants artistiques très particuliers. Donc très vite, lorsqu'on voit une toile, très vite on arrive à la classer dans un courant particulier. Aujourd'hui, avec la diversité culturelle, avec les réseaux sociaux, aujourd'hui on sort un petit peu du cadre, j'ai envie de dire, et on assiste finalement à la naissance de nouveaux styles où on n'arrive pas forcément à les classer dans un mode ou dans un courant particulier. Alors justement, comment on arrive à mettre en valeur toutes ces richesses et toute cette diversité culturelle et surtout générationnelle, parce que là on parle de différentes générations et de différentes façons de voir les choses. Je pense que surtout ce qui compte avant tout, c'est de se faire son propre avis, d'aller voir les choses et de travailler sur sa sensibilité. Mine de rien, nous les artistes, nous produisons des œuvres. Et on exprime des choses qui nous paraissent importantes, que ce soit la famille, les sujets qui nous intéressent et dont on est sensible. Et puis principalement, effectivement, c'est le spectateur, c'est lui qui va dialoguer avec ses œuvres. Évidemment, aujourd'hui, on peut regarder dans l'histoire de l'art des choses où on peut percevoir des courants parce qu'effectivement, on a le recul pour. Aujourd'hui, il y aura de toute façon des courants, une histoire de l'art, c'est quelque chose qui nous accompagne en permanence. Et cette histoire-là, elle se construit. Effectivement, dans le moment où on est en train de le vivre et de regarder, on peut percevoir qu'il y a des choses qui évoluent. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est que la peinture est un art qui est quand même très représenté. Il y a beaucoup d'artistes qui continuent. Et c'est vrai que même dans la peinture, je vais dire que il y a beaucoup de peintres, mais effectivement, même aujourd'hui, il y a un renouveau de la peinture à l'international. Il y a beaucoup d'artistes très reconnus qui font de la peinture. Même je pense à des artistes aux États-Unis qui font de la peinture, et donc il y a ce mouvement en avant. Évidemment, il y a aussi beaucoup de réalisateurs. Moi, je suis un artiste qui fait à la fois de la vidéo et qui va aussi faire de la sculpture, et qui va principalement, et moi mon outil de prédilection, c'est la photographie. Je pense que comme ça, les artistes en fait aujourd'hui vont pas avoir un seul médium sur toute leur vie. Parfois, ils vont comme ça changer de médium, mais on peut remarquer en fait qu'il y a une histoire. Par exemple, la photographie, ça a une histoire depuis à peu près une vingtaine, voire une trentaine d'années. Il y a de plus en plus de visibilité sur les photographes. Mais pour moi, c'est au contraire, ça rajoute ça à la diversité des médiums et de l'histoire de l'art qu'on est en train de traverser et dont nous-mêmes, en tant qu'artistes, on fait partie avec Amina. Effectivement. Alors là, on vient de me dire que vous allez partir en Corée pour une autre exposition dans un cadre d'une biennale. Alors ce qui est intéressant, on vient de me le dire. Oui, oui. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est pas moi qui voyage, mais c'est mes œuvres en fait. Donc en ce travers moment, vous voyagez finalement à travers vos œuvres. Voilà, et surtout j'essaie de faire voyager les œuvres en fait. Donc le moyen le plus simple pour faire voyager les œuvres quand on est artiste, c'est parfois d'envoyer une vidéo en fait. Donc en ce moment, notre médium finalement. Voilà, exactement, exactement. Mais sur cette vidéo-là, on va mettre des couleurs, on va mettre des formes, etc. Donc ça va être une forme artistique, non une forme documentaire ou une forme fiction. Voilà, mais après on peut faire des films évidemment avec l'art vidéo. Donc j'ai effectivement une vidéo qui est en ce moment exposée à la Biennale de Gwangju, en Corée du Sud, dans le cadre du premier pavillon Afrique à la Biennale de Gwangju. Donc je fais partie d'une sélection d'artistes africains et donc je suis l'artiste algérienne dans ce groupe d'artistes. Il y a un artiste de Côte d'Ivoire, un artiste du Mali, il y a un artiste d'Afrique du Sud, un artiste... voilà, donc c'est une sélection d'artistes du continent africain qui est exposée donc à la Biennale de Gwangju, qui est une biennale très importante en Asie et qui est en Corée du Sud. Voilà, et donc l'exposition, elle a commencé le 7 septembre et elle se termine donc le 1er décembre. Très bien, donc on aura le temps finalement, si on est de passage, bon... Voilà, exactement. Donc s'il y a des Algériens qui sont de passage à Gwangju en Corée du Sud, je les invite au pavillon Afrique à voir mon travail vidéo. Effectivement. Alors Mohamed, je reviens à vous. Encore une fois, j'essaie de mettre un petit peu en valeur votre relation finalement avec la jeune génération, surtout. Alors on voit qu'il y a un retour quand même massif vers l'art. Il y a un intérêt pour l'art, particulièrement donc au milieu des jeunes. Comment vous
pourriez, j'ai pas envie de dire évaluer, mais probablement avoir un regard particulier sur ce que les jeunes aujourd'hui proposent à travers leur art. Aujourd'hui, on dit bien que l'art, c'est un langage international. C'est le seul moment où on n'a pas besoin d'interprète, finalement. Je pense que c'est vraiment quelque chose, là il ne faut pas que ça soit quelque chose qui soit fermé, je pense qu'il faut au contraire que ça soit quelque chose d'ouvert et que chacun avec son propre savoir, sa propre connaissance pour regarder, peut être sensible ou pas, aimer ou pas, il n'y a pas de règle. Concernant la jeune génération, je n'ai pas la prétention de connaître ce qu'ils font, mais en tout cas ce que je vois c'est qu'il y a vraiment une envie de créer, de construire. De pouvoir s'impliquer. Il y a énormément d'espaces, de jeunes espaces qui se créent à Alger. On peut le voir, pour le peu que j'ai vu, pour le peu de temps que je suis resté, je sens qu'il y a vraiment une envie de création très forte. Il y a pas mal d'espaces qui sont présents à Alger. Et ça, c'est ça qui est très intéressant. Donc il y a vraiment une créativité très présente et je pense qu'effectivement, on ne peut pas les évaluer comme ça, c'est vraiment une question de sensibilité, c'est une question de gens qu'on connaît, qui nous entourent. Voilà. Je vous poserai peut-être la même question à vous, Amina. Donc, on est en contact direct justement avec cette jeune génération qui a vraiment envie, je mettrais ça entre guillemets, de s'éclater finalement à travers leurs œuvres. Alors, moi, je partirais du principe que l'artiste a besoin d'un écosystème autour de lui. L'artiste a besoin d'un commissaire d'exposition qui l'expose, il a besoin d'un critique qui écrit sur lui, il a besoin d'une galerie qui l'aide à montrer son travail, à vendre son travail, puisque en fait l'artiste est aussi comme un artisan qui produit des objets. Et comme l'artisan, il a besoin de les vendre pour vivre, donc pour manger, pour payer son habitation, etc. Et ça, donc, c'est les liens directs humains qu'on a avec le métier qu'il faut développer ici en Algérie. Ils existent, mais il faut qu'ils soient encouragés par le ministère de la Culture. Il faut qu'ils puissent en fait développer donc un microcosme finalement autour de l'artiste. Et tout ça en fait, ça doit vivre dans un festival, vivre dans une biennale, avoir la possibilité d'avoir des fondations, des musées. Malheureusement, le Methaf Ta'al Ma'mara au Marlouk, il est fermé et on aimerait bien donc qu'il soit ouvert pour honorer donc la création contemporaine algérienne et internationale. Effectivement. Voilà. En tout cas, on vous remercie et on rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes là jusqu'au 7, n'est-ce pas? Donc on pourra vous rencontrer au niveau donc du Palais de la Culture, là où se déroule donc le Festival international de l'art contemporain. Amina, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Très beau succès pour la Biennale qui se passe en ce moment, on rappelle, jusqu'au 1er décembre. Jusqu'au 1er décembre, donc à la Biennale de Gwangju, donc en Corée du Sud. Voilà, Mohamed, merci beaucoup, très belle continuation. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. On continue cette fois-ci, nous allons aller du côté de la SAFEX qui a abrité donc le salon de la date. Cette fois-ci, c'est Lamia Boudbouda qui s'y intéresse dans ce reportage. On se retrouve juste après pour la dernière station de cette matinée. La deuxième édition du Salon international de la date constitue une vitrine exceptionnelle pour présenter la diversité des récoltes de producteurs de dattes. عندنا دقلة نور ودقلة بيضاء ومشي دقلة، هذول 3 أنواع. وعلى الغالب دقلة نور هي اللي تحتوي الكمية كبيرة في المنتوج. يعني بلدية دوسن في ولاية ولاد الجلال تنتج سنويا 660 ألف قنطار سنويا من منتج تمور دقلة نور على المستوى الولائي والوطني. المنتوج في عامة في بلدية دوسن يتميز بالوفرة والكاليتي، النوعية الممتازة من حيث اللون والجودة، وهذا راجع لطبيعة المناخ والمياه العذبة في بلدية الدوسن. Plusieurs variétés sont exposées. On citera bien sûr la star Deglet Nour, Degla Beda, l'Ghars et des variétés méconnues du grand public. Ce salon est l'occasion de les découvrir. احنا المشاركة نتاعنا من ولاية غرداية، المنتوج نتاعنا عندنا الأصناف 111 صنف تاع التمر، وجينا نشاركوا
على الأقل بالنصف تاعو أو بالربع باش نتعرفوا بها المواطنين تاع الجزائر هنا باش يعرفوا المنتوج نتاعنا. كان الأصناف اللي بالك مليحة خير من الدقلة. أول ما درج كان عندنا حتى فيهم فوائد تاع الصحة كما تيم جوهر كما الدالة نقص السكر تيم جوهر بوراليمي الزرزة تاني مليحة العظام تاني تاع التكسار تاني اللي يكسر ياكل منها تمر. وكان بنت قبالة احنا عندنا اشهر تمر في غردايه هي التمر تاع بنت قبالة تاع النوعيه هذيك تاع 1000 ولا 300 نقصوا. النخل كبر ولا النخله تلقاها عندها 100 سنه ولا 150 سنه عاد ما تمدش الانتاج ما تمدش خلاص. وزيد باش تطلع لها واحد 8 مترات ولا ما عادش الانتاج ما كانش. كيما هذه يسموها تطوشت. تطوشت هذه الناس ممكن يروحوا للسعوديه يجيبوها هذه بالسعوديه كاينه. فوالا العسول بصح كيما تاع السعوديه تلقاها يابسه مي تاعنا حنا تجي طريه وماكله تاعها حلوه خير تاع السعوديه. À la saveur unique, l'Yakuta est une variété qui, selon ses producteurs, mérite plus d'attention. Nous avons plusieurs variétés dans le sud de la wilaya de Batna, exactement à Mdoukel. Il y a un oasis de plus de 70 000 palmiers. Et nous pouvons parler de plus de 120 variétés. Deglet Nord qui est bio. La particularité de Mdoukel, c'est que la température n'est pas très haute par rapport au sud algérien, ce qui fait que le sucre dans la date il n'est pas trop concentré, il n'est pas trop sucré. La date n'est pas trop sucrée, donc tu peux manger une quantité sans problème, même pour les diabètes. Et nous avons des variétés rares que nous n'avons pas, que ce soit en voie de disparition. Et principalement la variété Yakuta, la voilà. Yakuta, c'est une date très, très délicieuse et très naturelle. Et c'est plus cher que la Deglet Nord. Miel, vinaigre, café et même pâte à tartiner bio à base de dattes, nous explique cette nutritionniste. C'était une façon pour substituer l'un des produits plus phares utilisés, que ce soit en petit déjeuner ou en collation en Algérie, qui est le chocolat tartiné. Donc nous avons tout fait pour que le produit soit sain, à base de dattes, à base de miel, de dattes, sans conservateur, sans gluten et sans produits additifs alimentaires. Donc il est sain à 100%, que tout le monde peut consommer, les enfants, la femme enceinte, la femme allaitante et bien évidemment les gens qui veulent prendre soin de leur santé ainsi que les sportifs. L'Algérie est l'un des leaders mondiaux de production de dattes, d'où la nécessité de développer les industries de transformation et de moderniser le secteur à travers la mécanisation et les techniques de commercialisation et d'emballage. Et voilà, très très belle alternative finalement à tout ce qui pourrait être industriel. La date, c'était donc le reportage auquel s'est intéressé Lamia Boudbouda. Cette fois-ci, donc nous recevons comme chaque samedi pour la dernière station de la matinée notre amie Amina Ziri qui vient nous parler de patrimoine. Et cette fois-ci, ce sera juste après cela. Amina, bonjour. Marhaba Amina. Marhaba bik. Comment ça va? Ça va. Ça se passe bien. Les odeurs, Allah يبارك. سكتي برك واحد الروايح راهي. En tout cas, كما نقولوا يا منصابكم معنا pour nos téléspectateurs. على بالي بلي توصلهم الريحه غير ما تخافش. Certes, ah c'est sûr. Elle est tellement imposante Allah يبارك. Exactement. Donc dans le cadre de notre rubrique coutume et tradition, j'ai l'honneur aujourd'hui de parler et de rendre hommage à un pilier de la chanson algérienne, le talentueux, créatif, qui a tout donné à la chanson Cha'bi, bien sûr, Amr Zahi, شكون فينا ما يعرفش Amr Zahi, ce grand monsieur. Donc Amr Zahi, ce célèbre interprète, une icône de la chanson Cha'bi, qui m'a dit le talentueux créateur qui a passé sa vie à servir le patrimoine musical algérien.
الله يرحمه. Justement, Amina, aujourd'hui, on parle de l'marhoum, Allah yarhamou Saleh Amr Zahi. Je ne sais pas si tu es d'accord, moi c'est vrai que je ne suis pas très versée dans le Chabi, mais je suis impactée. Donc on ne peut pas rester indifférent, c'est pas vrai. On écoute Chabi, on est très vite attiré. Tu es très branchée chanson andalouse, effectivement. Le Chabi est une dérivée de l'andalou. Même le Chabi, j'écoute beaucoup, mais je ne suis pas aussi connaisseuse, j'ai envie de dire. Mais lorsque j'en parle autour de moi, on apprend. Moi aussi, je ne suis pas une connaisseuse, mais j'apprends. Que Amr Zahi a un impact particulier. Nous avons beaucoup de chour, mais Amr Zahi a un impact particulier. Je ne sais pas d'où vient cet impact. Peut-être que sa discrétion, peut-être, parce qu'on sait de lui sa modestie, sa discrétion, son talent. C'est un phénomène. يقول لك ظاهرة العصر. Oui, d'ailleurs on l'appelle le phénomène. Exact. شيخ البلاد. شيخ البلاد وسلطان الهوى. Il change beaucoup de هواوات. C'est un gars qui est là يقدر في دقيقة il passe من الهوى للهوى. Donc il a marqué toute. شوفي parfois les gens se demandent يقول لك pourquoi les hommages. C'est vrai que l'artiste يقول لك ماذا به تكرميه كي يكون حي. احنا نقولوا كي كان حي يشتاق تمره كي مات علقون عرجون بصح هي نو l'artiste les vrais artistes ne meurent pas. Et ben Amr Zahi il a marqué toute une génération, il a transmis son art de génération en génération. Et puis le plus important dans tout ça, c'est que Amr Zahi il a assuré la relève. فهمتي. Donc aujourd'hui il y a une génération en or. تشوفيهم de très belles voix, ils sont beaux, ils sont jeunes, شيوخاف مش شيخة يعني même s'ils sont jeunes c'est اسمه فهمتي. دونك هذا هو عنده السر تاعو. يقول لك الناس تاع الشعبي يقول لك عمر الزاهي عنده السر تاعو. et puis il était كما قلتي il vivait avec son monde جيرانو. il était modeste, il était serviable, humain. يقول لك عمر الزاهي ما يستناش الناس يجوا ليه باش يقولوا له عاوننا، هو يروح فهمتي. اي بي مات بسيط، مات بسيط في dans son quartier avec ses fans, avec ses voisins, avec les amoureux du شعبي. دونك فوالا حبيت تسمعيني شويه. avec plaisir. انت على بالي تحبي الشعر. وي يقول لك سالي طراش قلبي يعطيك خبارو وانتي الملكاتو تدري ما بيه، خليه يشتكي يحكي لك حواره لما تعد بيه ولا انتي تشفيه، انتي اللي غرامك هيج شواقو 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 شواقو، انتي اللي عذابك زادلو زفرات زادلو زفرات، انتي اللي جمالك هي الخلاق هيج خلاقو خلاقو، ما هيش غير مرة كم من مرات كم من مرات يوخدوا. Bravo Amina, c'est donc c'est les paroles d'une très belle chanson نحبوها كامل. مريم عكاك أمل علمي. Myriam, elle m'a promis une très belle chanson. On préparait un extrait, effectivement. D'ailleurs, elle venait de me le dire, Amel, donc que l'extrait est prêt. On va l'écouter, on revient juste après. Très bien. مير الغران رق حشايا وكناني جر عليك يسان من سموم بلاه حتى حرم قوتي والنوم جفاني انا سيلة مني بيدني بواه يهواني بدلني بالغير لحني مراد قولوا لي يا منا تهليل للعثماني وفي المعشوق بتشرع الله يا من ذرات الدور رصامي يا انا العقل من تخمامه
الخال غرامي وانا بحبها وحكامه ما راه في اليقظة ومنامي مكسوب ليه صرت غلامه لا مقابلة غير اليوم شفاني دخل عن عيبي تحمل ورضاه سكن داخلي وقهرني وجلاني ما نقدر نعتب للهوى شواه magnifique extrait, hein, n'est-ce pas, Amina? دوك الناس سمعوني يقول لك دوك حبيت تدي لنا الصنعه تاعنا اليوم. On ne peut pas rester indifférent. On ne peut pas rester indifférent quand Et on est tous Chabi, des mélomanes, on est des amoureux de la chanson, bien sûr, surtout quand il s'agit du Chabi. Donc j'ai l'honneur aussi ce matin d'inviter notre amie Madame Faiza, qui est aussi une artiste dans son domaine. Effectivement. Elle est native d'une très belle ville d'Algérie, côtière, coquette et côtière touristique Tipaza. صباح الخير. صباح النور. الله يسلمك وبكم أهلا. Très heureuse d'être parmi vous. Et merci beaucoup pour cette invitation. Je suis venue vous présenter un échantillon de notre richesse culinaire. Donc ce plateau qui présente le petit-déj, notre petit-déj algérien. Ça, c'est le petit-déj. Voilà, c'est le petit-déj. Voilà. Bonjour les kilos. Non, c'est le petit-déj algérien. Pas spécialement. Voilà, parce qu'on se reconnaît un petit peu dans certains choix. Voilà, parce que ces dernières années, on a remarqué que ftor turki, alors que notre pays... Il y a ses richesses. Voilà, exactement. Donc, si c'était à moi, dans tous les salons de thé, tous les restos, en premier degré, on présente ce plateau-là. Ce plateau, المسمن الحنيونات كما يقولوا لهم في دلس les pains briochés, donc في دلس يقولوا لهم الحنيونات المتقبة l'huile d'olive كما كتشوفي نور. Donc c'est un البغرير, l'incontournable بغرير qui est présent. Oui, pourquoi pas, c'est un petit déjeuner vraiment excellent. Moi, je le conseille pour les mamans. Bien sûr. Parce qu'ils sont beaucoup plus portés sur tout ce qui est croissant. Exactement. Des produits qui sont bourrés de gras et c'est très mauvais. Ce plat, il est nutritif, il est bénéfique pour la santé. Donc, pourquoi pas. Et puis, ce qui m'a vraiment attiré et plu dans cette belle table nous a gâté Madame Faiza, c'est كويرات الحشيش. Voilà, c'est l'inverse. الفال اليوم c'est كويرات الحشيش والحشيش كويرات. C'est une spécialité typiquement. On les trouve dans la région de Cherchel et Tipaza. Chercheloise et à Tipaza. Voilà. Donc on le prépare à base d'herbes de la région. Exactement. C'est un antibiotique naturel alors. Ah oui. Donc ces boules, ils les préparent spécialement à Inaïr. D'accord. Voilà. Donc c'est un mélange de herbes qu'on trouve, même les herbes. Il y a quelques herbes qu'on trouve juste dans cette région. D'accord. Voilà. Et quelles sont les herbes? Est-ce que vous pouvez citer les herbes que vous utilisez? Bien sûr. Bon, il y a le persil. Bon, j'ai ramené d'ailleurs un petit bouquet comme ça pour avoir une idée. Voilà. Oups. Donc, il y a le na'na', z'itra, z'atar al-berri, voilà, la ciboulette, le flio, c'est la base. D'accord. Voilà, il y a le besbes al-berri. En fait, c'est tout un... Vous mélangez avec de la semoule? Oui, la semoule, mais l'rchina. D'accord. Voilà, et quelques épices.
quelques épices, Par exemple. حبة حلاوة مرحية aussi, voilà. Et en général, il le présente avec la soupe de lentilles. D'accord. Voilà. Soupe on voit ici une sauce, voilà. donc une soupe de lentilles. C'est une soupe de lentilles. Et ils ont une phrase, la fameuse phrase chez eux, في يناير, ils disent نهار ريش ونهار حشيش. C'est-à-dire le premier jour نتاع يناير يذبحوا le poulet. Voilà. Le deuxième jour, c'est حشيش كويرات avec la soupe, ou bien il la présente avec تبيخة. تبيخة نتاع الفول, كابويا, جلبانة et tout, voilà. Donc j'ai fait mes petites recherches à Cherchel, par exemple. Cette spécialité, elle est très, c'est-à-dire populaire. Exactement. Et les gens de Cherchel la préparent pendant l'automne. يعني في هذا الوقت وكاين بزاف الحشاوش تاع la région. C'est vrai. Et donc on la prépare surtout le nefsa. Oui, oui. En fait, c'est un antibiotique naturel. Naturel. Voilà. Et en même temps, ياخذوا بها الفال. Donc هما toujours يديروها هكذا في يناير, يقول لك باش العام الجديد كي يجي فيه البركه, يجي كيما نقولوا الناس تكون يعني صحيحه en bonne santé et tout. Voilà. Donc انا ماذا بيا سي يعني نعاودوا نولوا لهذا tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est naturel. Exactement. En fait, c'est notre mission. Parce que nous, on a appris ça de nos mamans, de nos grands-mères, etc. Donc, c'est à nous maintenant de transmettre ces recettes et cette richesse à nos enfants. Très, très bien. Parce que si on se trouve dans un temps où nos enfants, c'est beaucoup plus les gratins, les frites, etc. Et on a vu qu'il y a beaucoup de maladies qui se présentent. Donc, Inch'Allah, on fait de notre mieux pour apprendre ça à nos enfants. Transmettre. Voilà. ونعلمهم aussi même ياكلوهم. Très, très bien. Voilà. Et puis c'est très bon, ça a un très bon goût. D'ailleurs, elle va goûter, elle va donner son avis. Voilà, c'est à vous de nous dire votre... Vous savez, moi je ne connais pas. Ça va être une découverte pour moi aujourd'hui. Il suffit de me dire que ça fait partie du patrimoine algérien, c'est d'emblée très bon. C'est d'emblée excellent. Voilà. Donc, et Madame Faiza, c'est un cordon bleu. Elle a des mains en or, machallah. Actuellement, elle fait des recherches pour nous faire découvrir et pour découvrir aussi des plats, des spécialités très, très, très anciennes de nos grands-mères, de nos grands-mères, à travers le territoire national. Voilà. Alors, nous avons plusieurs wilayas, plusieurs régions. Chaque région, elle a ses traditions, elle a ses plats. Ses spécificités. Voilà, donc il y a des plats qu'on connaît déjà, il y a d'autres qu'on ne sait même pas que ça existe. Donc, nous allons faire notre possible pour découvrir ces plats. Très bien. Voilà. Très bien. Donc, Madame Faiza, elle est aussi très présente sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et les prix sont raisonnables. Elle fait la promotion, c'est normal. Je dis ça pour rigoler, mais elle fait des merveilles. Donc, bravo. Donc, vous êtes sur Facebook, Faiza Ferized. Ferized. Sur Instagram, Facebook, c'est Ferized. Très, très bien. Donc, merci d'être venu. Merci à vous. Et alors, avant de terminer, je vais juste donner mon avis sur Hashish Kouirat. C'est ça. Alors, c'est très frais. Il y a beaucoup de fraîcheur. Je sais pas, je l'aurais bien dégusté en été. C'est très très frais. C'est le goût très fort parfumé. Moi qui adore le flio. Alors c'est beaucoup plus le flio qui revient. Oui, parce que c'est la base. C'est la base. Après, on a un arrière-goût de mardounos. Mais moi, j'adore le flio. Donc, et puis c'est très léger.
C'est de la semoule, mais c'est très très léger. En tout cas, يعطيك الصحة. J'ai quand même terminé ma boule. Elle est cuite à la vapeur. Ah, c'est pour ça que c'est léger. Voilà, c'est très très léger. En tout cas, madame, يعطيك الصحة. Merci à vous. Et bravo pour tout ce que vous faites. Très belle continuation. Merci Amina, merci beaucoup. يعطيك الصحة pour cette belle découverte. On se retrouve samedi prochain. Et puis lundi déjà. En compagnie de Radia et puis samedi. Inch'Allah. Merci beaucoup. Amina, voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. Vous retrouverez notre ami Radia Boulmaali dès demain à partir de 8h pour ma part. Ce sera le week-end prochain. Excellente semaine à tous. Au revoir. يا من درات الدور رسامي يا انا العقل من تخمامو هذا شي حال قال غرامي وانا بحبها وحكامو ما راه في اليقظة ومنامي مكسوب ليه صرت غلامو لا مقابلة غير اليوم شفاني دخل عن عيبي تحملو ورضاه سكن داخلي وقهرني وجلاني ما نقدر نعتب للهوى شواه ما ضحكت منه وما بكاني ورالي شلانتي قلوب نراه